Je sais bien, on est bientôt Pâques. Il n'y a pas d'œuf qui sort. Une boule, mais... Alors, bonjour tout le monde. Mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut tout faire? Travailler, hein. On peut travailler, on a de la chance. Donc, ce qui est assez urgent, c'est celui qui n'a pas encore planté son ail, surtout, ça c'est très urgent à mon avis. Les oignons, les échalotes, il est temps, il est fort temps. Donc, au plus tard, c'est sûr que le terrain est fort sec, donc ils ne vont pas vite reprendre. Mais au moins ils vont faire déjà des racines, donc ils vont un petit peu quand même avancer. Et si un jour on a de l'eau, ils vont monter. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est arroser un petit peu la ligne où ce que vous voulez les mettre. La veille au soir, déjà peut-être au matin, au soir, et alors attendre que ça soit plus de la boue, ça va devenir bien à planter à ce moment-là. Il faut bien sûr toujours qu'on les voit quand on s'en va. Qu'on les voit quand on s'en va. Ça ne se plante pas en dessous de la terre. Hein. Ça se plante à 1 ou 2 cm de profond, pas plus. Les topinambours, ils vont commencer à sortir de terre. On peut encore en déplacer si on a envie. Manger maintenant, ça sera plus bon parce qu'ils vont être fibreux. Si on en a qu'on veut éliminer, c'est très facile. Ça se fait au début de saison, quand ils poussent, quand ils sont 40-50 cm, vous tirez toutes les tiges. Et de toute façon, une fois qu'ils sont hauts comme ça, il n'y a plus de tubercules dans le fond. Donc vous les éliminez d'un coup. S'il y en a encore l'un ou l'autre qui pousse par après, vous faites la même chose. Et vous les mettez alors entre les autres légumes couchés, comme engrais vert. Parce que parfois ça peut être ennuyeux, on n'a jamais tout, et parfois on veut planter autre chose à cet endroit-là, donc on est un peu embêté, mais cette façon-là, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est impeccable. Les fèves, il est temps aussi, hein, parce que les fèves, les petits pois, quand les températures du jour commencent à être fort élevées, ils arrêtent de pousser. Pas encore maintenant, parce que bon, c'est début de l'année, donc les nuits sont encore assez fraîches, mais une fois que les températures du jour sont élevées et que les températures de nuit restent élevées, ils ne poussent plus, donc ils ne produisent plus non plus. Donc il faut essayer de les mettre assez tôt. Les petits pois en plus, le plus vite qu'on les met, moi je plante déjà ça en février dans des pots pour les mettre dehors début mars, souvent quelque chose comme ça. Après, quand ils sont en fleurs, il n'y a pas le petit papillon qui vadrouille et qui va pondre pour avoir les asticots. Malheureusement, je n'ai pas de viande dans mes pois, du coup, mais bon, ça ne plaît pas toujours à tout le monde d'avoir les légumes et la viande en même temps. Les pommes de terre. Donc, les tout hâtives, logiquement, on les plante au 18 mars, mais ça, c'est une petite partie de sa récolte en principe. Parce qu'il faut savoir que les hâtives ne produisent pas beaucoup. Comment? C'est le 19. Saint-Joseph, c'est le 19. Oui, le 19. Qu'est-ce que j'ai dit? 18. Ouais. Chaque année, tu dis 18, mais c'est pas grave. C'est pour être sûr d'être à temps. Donc, voilà. Donc là, c'est une petite récolte. Donc, c'est intéressant parce qu'au moment qu'on va les récolter, les prix seront élevés et on a envie de manger les premières pommes de terre. Surtout que maintenant aussi, même dans les fermes qui mettent du froid pour les conserver, on ne peut plus mettre de poudre anti-germe. Donc automatiquement, si vous achetez une petite quantité, après quelques jours, ils commencent à germer. Hein. Donc il faut enlever alors les germes. Ils ne sont pas mauvaises. Hein. Si tu laisses les germes beaucoup trop longs, à ce moment-là, c'est plus bon. Mais à fur et à mesure, il faut une fois passer et craquer les germes. Pas pour les plants, bien sûr, hein, mais pour ceux qu'on va manger. Les plants doivent être absolument conservés à la lumière, de préférence frais. Si ce n'est pas possible frais, à mon avis, ce n'est pas trop grave. Moi, je les mets dans ma véranda, que certains jours il fait 30 degrés.
et ça marche très bien. Mais il faut surtout la lumière. Donc on les achète en principe à l'avance, c'est un peu tard déjà, pour savoir les faire pré-germer comme on dit. Alors si vous êtes pressé maintenant qu'il faut encore acheter vos plants, je vous conseille de les mettre 3, 4, 5 jours dans le noir. À ce moment-là, dès que ça commence à germer, tout de suite à la lumière. Mais c'est pour que ça va un petit peu plus vite. Si on les met tout de suite à la lumière, ça va mettre longtemps. Donc souvent, on les achète fin février pour les planter au mois d'avril. Le meilleur moment pour planter les pommes de terre, c'est quand le lilas fleurit. Pour l'instant, il n'est pas encore en fleur. Donc ça va être ici dans quelques jours. Donc ça, c'est la période de prédilection pour planter la grosse récolte de pommes de terre. Aussi bien les mi-hâtives, les mi-tardives et les tardives. Les mi-hâtives vont mettre 120 jours après qu'ils ont commencé à pousser. Donc quand on voit leur tête dépasser du sol, à peu près 120 jours pour être en maturité. Les mi-tardives mettent 10 jours en plus, à peu près 130 jours. Et les tardives, c'est au moins 150 jours et plus. Et on les récolte quand la verdure jaunit. Et on peut même laisser, si on n'a pas eu une attaque de mildiou, on peut même laisser un petit peu encore dans le sol. Il continue encore un petit peu à grossir aussi les tubercules. L'origine des pommes de terre, c'est les hautes montagnes d'Amérique du Sud. Les Andes, le Chili, le Pérou et tout ce contour-là. Ce sont les moines espagnols qui les ont ramenés en Europe, à peu près vers 1530. Donc quand il y avait des échanges, je suppose que c'est pas comme maintenant qu'ils prenaient l'avion et que tous les mois ils revenaient. Hein, ils partaient quelques années et puis parfois quand ils devenaient trop âgés, ils revenaient dans leur famille et alors dans leur famille, dans leur monastère, et alors ils ont ramené de ce fait-là les pommes de terre. Mais plus pour donner à manger au bétail. Parce qu'au départ, on ne savait pas trop que ça se mangeait pour les humains. Donc c'est surtout une fois qu'ils ont brûlé les fans qui avaient encore des tubercules dedans, qu'ils ont constaté que ce n'était pas dégueulasse de manger ça. Donc, et après, c'est bien sûr notre cher monsieur Parmentier qui a lancé l'idée de faire de la nourriture pour les humains avec ça. Et c'est seulement depuis lors qu'on n'a plus de famine dans l'Europe. Parce qu'ici, en tout cas de ce côté-ci de l'Europe, c'est surtout la base de notre nourriture. Dans d'autres pays, c'est le riz. D'autres pays, c'est les haricots. Quand on voit des westerns, ils bouffent des haricots jour et nuit. Il y en a que c'est du maïs. Hein. Il y en a que c'est de la farine. Donc les Italiens, par exemple, ils font beaucoup de pâtes et beaucoup de toutes sortes de choses comme ça, plutôt à base de blé ou d'autres graines, quoi. Hein. Donc voilà, nous, c'est plutôt les pommes de terre. Pourquoi que c'est intéressant? Et c'est la nourriture la plus intéressante de toutes ceux que j'ai nommées, c'est parce qu'elle est beaucoup plus équilibrée que par exemple le blé tout seul, ou le maïs tout seul, ou le riz tout seul. Hein, et il est fort digeste, donc on digère bien. Il est énergétique, donc il donne de l'énergie, il est nourrissant. Contient beaucoup de vitamines, beaucoup de fibres et des antioxydants. Donc les vitamines, c'est entre autres le B5, le B6, le C, le K, le PP et d'autres. Il y a aussi du cuivre, il y a aussi du fer, il y a du magnésium, il y a du phosphore, il y a pas mal de potasse, du potassium, du sodium, et du soufre aussi, et j'en passe. Qu'il n'y a pas nécessairement dans, par exemple, le riz, dans le blé, dans le maïs et tout ça. Pomme de terre contient beaucoup de potasse. Hein. Le potasse, c'est quand même intéressant. Ça évite un peu aussi d'avoir des crampes. Celui qui a tendance à avoir des crampes, c'est peut-être un manque de potasse. Parce que les fermiers, pendant toute une période, ils ont travaillé qu'avec des engrais chimiques
Et là, c'était peut-être un manque, entre autres, de potasse, de magnésium surtout aussi. Hein, tout ça, maintenant, quand on travaille comme nous, en tout cas dans les petits jardins, on recycle toutes sortes de plantes qui contiennent les éléments qui manquent. Donc en recyclant par exemple les pelures de pommes de terre, on rajoute de tous ces produits aussi dans le sol, hein, qui vont être bénéfiques pour les autres plantes et pour la culture de pommes de terre, bien sûr, par après aussi. Voilà, donc c'est quand même une culture importante et fort intéressante. Ils aiment un sol profond. Donc sur de la roche, ça va être difficile. La roche avec une petite couche de terre, ça va être plus difficile. Meubles, donc pas trop compact. Humifère, donc il y a de l'humus, il faut de l'humus, une terre un peu noire. Argileux ou sablonneux, les deux peuvent convenir, mais il y a une façon de planter différente. Et ça, je vais y arriver après. Le pH du sol doit être à peu près à 6,5-7, donc légèrement en dessous de la moyenne, donc légèrement acide. Exposé au soleil, en dessous des arbres, derrière une haie du côté sud, vous n'allez pas faire une belle récolte et vous allez avoir des maladies, surtout le mildiou, parce que la verdure, quand elle est humide, attrape le mildiou, donc c'est un champignon. Et quand il y a le soleil, bien sûr, ça sèche plus vite. Quand il y a l'air qui sait circuler, ça sèche plus vite, donc on a beaucoup moins de problèmes au niveau mildiou. Aussi, il faut savoir que faire un parc fait aussi que vous avez une concentration, donc là aussi l'air ne sait pas trop circuler. Et ça donne aussi le mildiou, hein, qui va commencer au milieu et qui va en cercle comme ça agrandir et tous, ils vont tous être attaqués. Donc, évitez de faire des parcs. On a constaté aussi quand on faisait des parcs que c'est toujours les rangées du contour qui a les plus belles récoltes. Ben, moi je dis ne faites plus que des contours, il ne faut plus faire de milieu. Hein. Donc mettez une, deux, maximum 3 rangées, l'une à côté de l'autre. Et autres légumes de retour 1, 2, 3, plutôt que de mettre les 6 ensemble. Vous allez avoir beaucoup moins de difficultés pour les maladies surtout. On les multiplie par tubercules, donc par plant, et là on a la variété du plant. Automatiquement, ça sera la même variété. Si on le fait par semis, parce qu'au bout des tiges, il y a souvent des boules qui viennent, et là-dedans, il y a des semences. Chaque semence donnera une autre variété. Donc, c'est pas très intéressant. Ça peut être intéressant, mais pour celui qui a beaucoup de terrain et qui a beaucoup de temps à passer, à rechercher des variétés qui sont intéressantes. Mais pour un petit jardinier, je trouve que ça vaut pas le coup de passer des années, parce que c'est pas une journée, hein, c'est des années de recherche, de mise au point, de trouver une variété qui est intéressante. Donc pour un petit amateur, on peut une fois essayer comme ça quelques graines, mais bon, c'est pas trop intéressant. Ça se faisait dans le temps dans ces pays-là. Les gens là-bas, ils n'avaient pas une variété de pommes de terre, presque chaque pied était une autre variété, parce qu'ils étaient partis sur les semis. Mais eux, avec des années et d'échanges entre fermiers et entre les jardiniers, ils avaient toutes des variétés intéressantes. Ce qui était bien, parce que quand on a beaucoup de variétés d'une même plante, souvent, et pour les pommes de terre c'est plus ou moins confirmé, souvent les maladies ne s'installent pas. Donc ça c'est intéressant. Et c'est ça aussi ici. Hein. Il y avait, je ne sais pas combien, 300 et quelques variétés de pommes. Ben, ils se protégeaient les uns les autres. Hein. Il y a aussi l'ail des ours qui fait beaucoup, hein, qui aide beaucoup à lutter contre les maladies. Hein. Voilà, donc j'avais dit que j'allais parler de la plantation, qui est un peu différente.
Oui, les hâtives, c'est à partir, j'ai encore une fois marqué le 18 mars, pour être sûr qu'ils sont mis pour le 19, quoi. Donc voilà, gardez les plants de sa propre récolte. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Hein, et vous allez améliorer même votre plantation parce qu'ils s'habituent à votre terrain, à notre climat. Quoique ça devient, pour s'habituer à notre climat, ça devient difficile. Hein. Une année, il fait chaud à crever et sec. Et l'autre année, il pleut tout le temps. Donc, je ne peux pas dire qu'ils vont s'habituer beaucoup, mais au moins au sol, ils vont s'habituer. Donc, on va les prendre quand on va défaire ces pommes de terre. On va les garder à la lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, une seule couche dans un bac. Ils vont devenir foncés, presque noirs. Et une fois les retournés pour que le côté qui est encore clair en dessous devient aussi foncé, noir, c'est la solanine qui s'installe. C'est même toxique. Pour les hommes, c'est toxique, pour les animaux aussi. Donc les rats, une fois qu'ils sont verts, ils vont peut-être encore venir les chercher pour les porter ailleurs, mais je ne sais pas s'ils vont les manger. Ils vont peut-être les planter. S'ils les mettent dans leur calorie, ils vont peut-être les planter. Mais ça devient toxique. Donc une pomme de terre à manger, toujours dans le noir. Hein. Je sais que Josine, dans le temps, elle a été dans les magasins pour rouspéter parce qu'ils stockaient les pommes de terre à vendre aux gens à la lumière et qui devenaient légèrement verts. Et ça devient, surtout pour des bébés, c'est la diarrhée assurée. Hein. Donc c'est pas bon du tout. Donc une pomme de terre qui est devenue verte, il ne faut plus manger. Ça c'est sûr et certain. Tandis que pour planter, là c'est mieux, qu'ils sont un peu empoisonnés. De toute façon, les tubercules qui vont pousser, celui qu'on plante, il meurt. C'est sur les racines qui viennent des autres pommes de terre. Et ceux-là ne vont pas être vertes, sauf s'ils sont à la surface. Hein? Donc si vous voyez qu'il y a un merle qui a gratté, qui a une belle pomme de terre, il faut peut-être un petit peu remettre la terre aussi. Ça c'est en théorie. Hein? Et pour celui qui a beaucoup de temps, bien sûr dans les champs, on ne va pas faire ça. Hein? Voilà, donc la plantation, ça j'ai ici, je saute une partie. Donc c'est entre le 15 avril et le 15 mai. Ils aiment bien les températures de leur origine. C'est-à-dire, c'était en montagne, des journées chaudes et des nuits fraîches. Ça c'est l'idéal. Des jours chauds et des nuits chaudes, c'est moins bon. Ça, on ne sait pas régler le thermostat, hein, je sais bien. Mais bon, ça il faut quand même un peu savoir. La profondeur de plantation. En terre lourde, c'est 8 à 10 cm. En terre plus légère, même sablonneuse, c'est 12 à 20 cm. Parce que ces terres-là, ils vont sécher beaucoup plus. Et la pomme de terre a quand même besoin assez bien d'humidité. Sinon, elles vont rester petites et chétives, quoi. Hein. Donc, lourd, 8 à 10 cm. Après, quand c'est léger, 12 à 20 cm. Bon, quand c'est une terre moyenne, bon, mettons à 10, 12, ça devrait aller. Hein. Alors, quelle distance les uns des autres? Il y a à Albec, comment il s'appelle encore? Le professeur des pommes de terre. Robert. Hein, Robert les plantait souvent ces pommes de terre et il disait un pied et un point. Donc il mettait une pomme de terre, il mettait son pied et plus ou moins la distance d'un point. Donc 5, 6 cm plus loin, on met la deuxième pomme de terre. On change de pied et on le met juste devant et on continue comme ça. On avance comme ça. Oui, c'est son grand-père qui faisait comme ça. Son grand-père, il faisait ça. Les gens, ils utilisaient pas des mètres, hein, ils avaient des outils sur eux, hein, pied et point. Alors c'est quoi la distance pour... Un pied et un point, comme disait mon grand-père en flamand, ne voûte un nevust. Voilà.
À peu près, hein. Voilà. Quand ce sont des petits plants, et souvent dans le commerce ce sont des petits plants, à ce moment-là on peut les mettre un peu moins éloignés. On peut mettre à un pied et pas mettre le poing en plus, quoi. Quand c'est des plus gros, il faudra peut-être plus, mais c'est mieux alors de les couper en deux. Et une fois la plaie, alors mettre soit dans des algues marines, soit dans des cendres de bois, pour que ça cicatrise, ça sèche assez vite, pour que ça ne pourrit pas après. Surtout les moments qu'il pleut beaucoup. Hein. Ici, je ne pense pas qu'ils vont pourrir. Ils vont plutôt attendre qu'il y ait un petit peu d'eau. Et la plaie va être séchée d'ici là, quoi. Excuse-moi, je peux poser une Oui, question. vas-y. Est-ce qu'on peut aussi soigner les plaies avec de l'eau, Pas plus fort. avec du macérat de sol? Du macérat de de sol. sol, Qu'est-ce ouais. que tu appelles macérat du sol? J'ai des branches de sol trempées dans Ah, de sol, de- d'accord. Ouais. Est-ce Ouais. que le macérat peut aussi jouer de cicatriseur ou pas? C'est possible. Je sais Comme il y a qu'il- de l'aspirine un peu. Oui, Je me- le sol je voulais donne de savoir. l'aspirine. Hein, ouais. Euh, Disons qu'on utilise cette eau-là pour faire des boutures, oui. des hormones de bouturage, entre autres. Je ne pense pas que ça doit être mauvais. Non, Il faut que l'eau est pure, etc. Il ne faut pas ramener trop de bactéries quand même. d'accord. Mais c'est certainement quelque chose qu'on faisait dans le temps. On peut aussi, avec des morceaux de feuilles de chou, etc., faire des cataplasmes. Il y a un tas de choses qu'on peut faire. Hein. Voilà, donc les petits plants un petit peu moins à distance. Et entre les rangs, pour les premières peut-être 60 cm. Mais le mieux c'est quand même d'aller à 70, donc 70 à 80 cm entre les rangs, pour donner vraiment de l'espace et de l'air. On va dire que ça prend beaucoup plus de place quand on met 3 rangées, autre chose, 3 rangées, etc. Ça prend plus de place. Mais moi j'ai trouvé un moyen de contourner ça, mais je dis c'est bien pour un petit jardin. Hein. Donc moi je mets des grillages que j'ai pliés comme ça en carré avec des grosses mailles. Hein. Alors les tiges des pommes de terre ils poussent en travers les trous et ils sont soutenus. Donc ils ne retombent pas sur la culture qui est à côté. Donc ils n'empêchent pas non plus de faire un chemin juste à côté. En plus, comme ça ne se retombe pas les uns sur les autres, ils sont beaucoup plus aérés, donc moins facilement attrapés non plus par le mildiou ou d'autres maladies. Bon, si jamais le mildiou, donc c'est un champignon. Un champignon prolifère dans un endroit plutôt acide. Donc, si jamais on a une attaque de mildiou, c'est déjà un peu tard. Mais si on a une fois des grêles et que les feuilles sont abîmées, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un peu d'algues marines comme ça au-dessus éventuellement. Sinon il y a la bicarbonate de soude aussi, il y a la formule qui est là. Dis un peu Michel comment on fait? Alors, mélangez 100 g de bicarbonate de soude, 4 litres d'eau et 40 ml d'huile horticole ou bien du savon doux. Donc, du savon noir, par exemple. Ouais. Ou du Panama. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors pulvériser avec ça. Hein. Donc la même chose pour les tomates. Hein. S'il y a une période qui a des risques, on peut pulvériser avec ça. C'est quelque chose qui n'est pas toxique ni pour les animaux, ni pour nous. Bon, on ne met pas beaucoup de savon. Hein. On met une cuillère à café ou à soupe dans 4 litres. Ouais, ici, il y a les ingrédients une cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 litre d'eau et une cuillère à café de savon de Marseille. Voilà. Ça Savon correspond. noir. Ouais, ça va marcher, ça va Marseille, Ça n'a pas de balance. Savon noir. Panama, quelque chose de naturel. Quoi. D'accord. Pas un détergent. Ah, Pas un détergent. Voilà.
Donc ça c'est déjà une petite astuce en cas où on pourrait avoir éventuellement des déboires pendant la Oui, période c'est un de litre d'eau, végétation. merci. Si on a une attaque assez forte et qu'on est presque au moment qu'il faudra les cueillir, les enlever, à ce moment-là, couper la verdure éventuellement. Donc par la sève, ça ne va plus continuer jusqu'au tubercule non plus. Donc ça c'est aussi, ils vont arrêter de pousser, hein, mais au moins ils ne vont pas devenir mauvaises, quoi. Ils sont beaucoup moins. Alors, en général, les petits calibres donnent quelques grosses pommes de terre. Les gros calibres donnent beaucoup de petites et un peu de moyennes. Et les calibres moyens donc, vont donner une ou deux grosses et des moyennes et une paire de petites. Donc ça, il faut savoir. Si vous êtes 10 à manger et qu'il faut 2 pommes de terre, prenez plutôt des grosses. Ça va aller plus vite pour éplucher. Si vous êtes tout seul ou à deux et vous ne mangez pas beaucoup de pommes de terre, une sera peut-être de trop. Donc essayez alors d'avoir plus des moyennes. Et je conseille toujours quand même de manger d'abord les grosses. Parce que parfois, et surtout la Sarpomira et tout ça, parfois ils sont creux à l'intérieur. C'est une bactérie qui s'installe dans la pomme de terre. Et après, ils pourrissent et ça sent même très mauvais. Mais ça se fait quand ils sont déjà, la plupart du temps, quand ils sont déjà récoltés. La bactérie est sûrement déjà présente, hein, mais elle se développe une fois qu'ils sont vraiment au repos. Donc, surtout pour la Sarpomira, mangez d'abord les grosses et les moyennes et les petites. J'ai jamais vraiment vu que ça arrive. Mais ceux-là, les Sarpomira, tu sais avoir une pomme de terre à peu près d'1 kilo. Hein. Donc, voilà. Moi, j'ai encore entendu que ça peut être un déficit en bord. Aussi peut-être, oui. Ça peut provoquer ça. Ah, ouais. Et comment tu complémentes avec c'est quoi Tu vas à la pharmacie, chez le droguiste, et tu prends des paillettes de borax. Et vous faites dissoudre dans de l'eau et vous arrosez. De borax. Du borax. Vous faites ça si vous avez un problème. Pour les pommes aussi. Par exemple, les pommes qui ont tous des points de rousseur là, à l'intérieur, c'est aussi souvent un manque de borax. Les betteraves aussi sont sensibles à ça. Donc à ce moment-là, avant de les planter ou de les semer, vous diluez un peu de borax dans les paillettes. C'est ce qu'on met dans les chaussures, hein, pour celui qui a les pieds qui sentent très mauvais. Ça aide fortement, hein, et très vite souvent. Il faut peut-être quelques mois après recommencer. Hein. Un petit peu de paillettes comme ça dans les chaussures et vous mettez vos pieds avec ça se vos donne chaussures. sans ordonnance à la pharmacie. Oui, oui, Ok. Ça, c'est un produit naturel. Hein. D'accord. Ok. Oui, ça on sait avoir.